Mon nom est Christella Chikaya et dans le cadre de la semaine des victimes et survivants d'actes criminels, j'ai eu une entrevue avec Maître Jouman El Asmar, entrevue pendant laquelle nous avons discuté de que faire si on est victime de violences conjugales, sexuelles ou mutilations génitales féminines et qu'on se trouve au Canada avec un statut temporaire. Avant de vous présenter qui est Maître Jouman El Asmar, j'ai demandé à Maître Jouman El Asmar c'était quoi sa passion dans la vie. Et elle m'a répondu que sa passion, c'était le droit des réfugiés. Donc, Maître Jouman El Asmar est avocate et membre en règle du barreau du Québec ainsi que du Law Society of Alberta. Elle est fondatrice de El Asmar Legal, un cabinet juridique qui offre des services en droit de l'immigration canadien et le droit des réfugiés. Elle offre des services en français, en anglais et en arabe. Donc, je vous laisse lire la suite de sa biographie. Dans la première partie de cette présentation, nous allons parler des femmes immigrantes au Canada qui ont un statut temporaire et qui sont victimes de violences. On parle de statut temporaire, mais quels sont ces statuts temporaires? La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés prévoit plusieurs options pour ces femmes qui sont au Canada avec un statut temporaire et qui vivent de la violence. Nous avons le permis de séjour temporaire pour violence familiale, nous avons le permis de séjour temporaire général, nous avons le permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, nous avons la demande de résidence permanente pour considération d'ordre humanitaire et nous avons l'option de renouveler, prolonger ou rétablir le statut de résident temporaire au Canada. Je vais vous parler spécifiquement de deux statuts temporaires. Le statut, donc le permis de séjour temporaire pour violence familiale et le permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables. Dans le cadre du permis de séjour temporaire pour pour victimes de violences familiales, nous allons d'abord décrire c'est quoi la violence familiale. Donc, comme vous le voyez, la violence familiale, c'est une violence qui est infligée par un membre de la famille. Ce n'est pas seulement le conjoint de fait ou l'époux, ça peut être le frère, ça peut être un oncle, ça peut être un père, ça peut être une sœur. Au fait, c'est toute personne avec qui la victime a un lien de dépendance. Donc, on peut parler de violence physique comme des voies de fait, des séquestrations. On peut parler de violence psychologique, des menaces, de l'intimidation, des menaces de déportation. On peut parler aussi de violences sexuelles, d'exploitation financière, de négligence. Donc tout acte ou omission traînant un risque de préjudice grave. Donc des vols de documents d'identité, de l'isolement social. Vous avez toute une liste de violences. Quels sont les critères d'admissibilité pour pouvoir déposer une demande de permis des séjours temporaires pour pour victimes de violences familiales? Donc, il faut être présent au Canada, il faut être une victime de violences familiales de la part de son conjoint ou époux, mais on a vu que ça peut être de la part d'un autre membre de la famille. Il faut se voir obligé de demeurer dans la situation de violence afin de maintenir son statut au Canada et les enfants à charge de la victime sont aussi admissibles s'ils se trouvent au Canada. Je vais vous parler maintenant de quelques exemples de situations de personnes qui peuvent faire une demande de permis de séjour temporaire pour victimes de violences familiales. Donc, le demandeur dans un dossier de parrainage qui a quitté le répondant à cause de la violence conjugale ou qui ne l'a pas encore quitté par peur de perdre son statut d'immigrant. Ou un demandeur qui n'est plus admissible à la résidence permanente car le répondant, donc l'époux, le conjoint, a retiré, le répondant violent, a retiré la demande de parrainage. Ou il peut s'agir de victimes qui ont été emmenées à croire
que leur demande de parrainage est en cours, mais en réalité, aucune demande n'a été présentée. Il peut aussi s'agir de victimes de violences conjugales qui se séparent de leur conjoint de fait ou époux violent et dont le statut temporaire est relié au conjoint ou à l'époux. Il peut aussi s'agir d'un étranger sans statut au Canada qui est en relation avec un conjoint abusif au moment du dépôt de la demande de permis de séjour temporaire. Donc ça, ce sont des exemples de situations. Maintenant, je vais vous parler de l'évaluation des preuves de violence familiale. Pour déterminer si une personne est victime de violence familiale, l'agent doit examiner des éléments de preuve disponibles. Et ça se fait vraiment au cas par cas. Parmi les éléments de preuve, nous avons les rapports de police, les documents de tribunaux criminels ou familiales, des lettres, des déclarations, de rapports d'organismes comme des refuges pour femmes, des organismes de soutien aux victimes de violences. Nous avons aussi les évaluations de professionnels de la santé tels que des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, des conseillers, des professionnels de la santé. Vous pouvez aussi apporter comme preuve des photos de blessures, des copies de courriel, des messages. Donc la liste n'est pas exhaustive, vous avez le détail en face de vous. Donc, tout élément qui peut montrer à l'agent que vous êtes victime de violences familiales. Ensuite, nous allons parler de la priorité de la demande de permis de séjour temporaire. Étant donné la nature urgente de ces cas et la vulnérabilité des clients, Immigration Canada doit accorder la priorité au traitement des permis de séjour temporaire émanant des victimes de violences familiales. Ces personnes peuvent être au Canada sans statut, ne pas avoir de documents de voyage ou d'identité, vivre dans un refuge ou sous le même toit que l'auteur de la violence familiale. Donc, à cause de tout ça, il y a vraiment un caractère prioritaire pour les victimes de violences familiales. L'agent peut prendre une décision en se fondant sur les documents qu'il a reçus. Donc, si l'agent considère que les documents fournis sont insuffisants, une entrevue peut être justifiée. Donc, les agents d'Immigration Canada doivent aussi s'assurer qu'ils envoient toutes les communications directement au demandeur du permis de séjour temporaire et aux coordonnées fournies par ce dernier ou à son représentant. Maintenant, nous allons voir la délivrance d'un permis de séjour temporaire pour victimes de violences familiales. Si l'agent détermine que l'étranger est victime de violences familiales, il peut lui délivrer un permis de séjour temporaire pour une période minimale de 6 mois en se fondant sur les éléments suivants. Donc les liens de l'étranger avec le Canada, la garde d'un enfant ou tout autre enjeu lié aux droits de la famille. Une période de réflexion accordée aux victimes de violences familiales qui n'ont plus de statut pour qu'elles puissent examiner plus en profondeur leurs options d'immigration. Donc, ce permis de séjour temporaire permet aussi aux victimes de violences familiales d'échapper à l'influence de leur agresseur afin qu'elles puissent prendre une décision avisée quant à la solution à privilégier. Maintenant, nous allons parler de l'assurance santé et du permis de travail. Donc, les victimes présumées de violences familiales qui ne sont pas couvertes par un régime d'assurance santé publique ou privée peuvent être admissibles aux prestations de soins de santé du Programme fédéral de santé intérimaire, le PFSI. Ceci inclut les services hospitaliers, les soins médicaux, les soins dentaires, les soins de la vue d'urgence, les médicaments sur ordonnance. Un permis de séjour temporaire valide au moins 180 jours, donc 6 mois, permet à son titulaire de présenter une demande de permis de travail ouvert. La demande de permis de travail doit être traitée par IRCC en même temps que la demande de séjour temporaire en raison de la nature urgente de ce type de cas. Alors, c'est terminé pour le statut, pour la demande du statut de permis de séjour temporaire
pour victimes de violences familiales. Maintenant, nous allons aborder le permis de séjour ouvert pour travailleurs vulnérables. Donc, les travailleurs migrants au Canada qui possèdent un permis de travail valide lié à un employeur donné, donc des personnes qui ont un permis de travail fermé et qui sont victimes de violences ou qui risquent de l'être dans le cadre de leur emploi au Canada, peuvent être admissibles à un permis de travail ouvert dispensé d'une étude d'impact sur le marché du travail, donc on appelle EIMT, en vertu de l'article 207.1 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. L'objectif de ce programme est de fournir aux travailleurs migrants qui sont victimes de violences un moyen de quitter leur emploi et atténuer le risque que ces travailleurs migrants travaillent de manière irrégulière au Canada, donc sans autorisation, après avoir été victimes de violences. Mais c'est quoi la définition de la violence dans le cadre d'un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables? Il s'agit de violences physiques, de violences sexuelles, de violences psychologiques, d'exploitation financière. Par exemple, omettre de payer le salaire, contraindre le travailleur à remettre son salaire, contrôler ou limiter les ressources financières du travailleur et même exiger les frais pour un emploi qui n'existe pas. Ceci est une liste non exhaustive. D'autres types de violences peuvent être pris en compte ou évalués au cas par cas. Alors, quels sont les critères pour déposer une demande de permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables? Au moment de la demande, le travailleur migrant doit se trouver au Canada. Il doit être titulaire d'un permis de travail valide lié à un employeur donné, avec ou sans dispense de IMT. Le travailleur migrant doit être aussi victime de violences ou il doit risquer de l'être dans le cadre de son emploi au Canada. La demande de permis de travail ouvert, elle doit être présentée en ligne en incluant toute preuve pour étayer la situation de violence. Donc une lettre d'explication détaillée, un rapport d'organisme, un rapport médical, une plainte officielle, des photos. Donc un agent qui a des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence ou risque de l'être dans le cadre de son emploi au Canada ne doit pas refuser de délivrer un permis de travail ouvert en se fondant sur le fait que le travail migrant a déjà en se fondant sur le fait que le travailleur migrant a déjà travaillé au Canada sans autorisation ou n'a pas respecté une condition. Donc, je répète, un agent qui a des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence ou risque de l'être dans le cadre de son emploi au Canada ne doit pas refuser de délivrer un permis de travail ouvert en se fondant sur le fait que le travailleur migrant a déjà travaillé au Canada sans autorisation ou n'a pas respecté une condition. Il ne doit pas refuser de délivrer un permis de travail ouvert, même si la personne a travaillé au Canada sans autorisation ou n'a pas respecté une condition. Comment est évaluée la demande de permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables? L'agent peut exiger une entrevue avec le travailleur avant d'émettre le permis de travail ouvert. Donc ça peut se faire par une entrevue téléphonique ou en personne. Le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables est une mesure transitoire. Ils sont généralement émis pour une durée de 12 mois, le temps que le travailleur trouve un nouvel emploi et obtienne un nouveau permis de travail EIMT, avec EIMT. Le permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables n'est pas sujet à renouvellement, à moins que le travailleur est toujours victime de violences dans le cadre de son emploi au Canada. Et aussi, les membres de la famille qui se trouvent actuellement au Canada peuvent obtenir un permis de travail ouvert si le demandeur principal
possèdent un permis de travail ouvert en vertu de ce programme. Les membres de la famille verront donc leur permis de travail être délivré dans le cadre du même programme et pour la même durée que celui du demandeur principal. Alors, nous avons terminé avec les permis de séjour temporaire, avec les statuts temporaires pour personnes victimes de violences familiales et pour personnes victimes de violences en milieu de travail. Maintenant, nous allons parler du droit des réfugiés. Maintenant, nous allons parler des femmes demandeurs d'asile au Canada. Une demande d'asile au Canada est soumise en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. Une personne peut être reconnue au Canada comme une réfugiée au sens de la Convention sur les réfugiés ou une personne protégée. Article 96. À qualité de réfugié au sens de la Convention, le réfugié, la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. À qualité de personne à protéger, la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait une résidence habituelle, exposée soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture, soit à une menace à sa vie ou au risque de traitement ou peine cruelle et inusitée. Nous allons parler des demandes d'asile basées sur les mutilations génitales féminines. D'après les conclusions du Haut Commissariat pour les réfugiés, une femme qui demande l'asile parce qu'elle a été contrainte de subir une mutilation génitale féminine ou parce qu'elle risque d'en subir une peut prétendre à un statut de réfugié. Au Canada, elle aura le statut de réfugié sur la base de son appartenance à un groupe social, les femmes soumises à l'excision, donc article 96 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. La crainte d'une fille ou d'une femme d'être soumise à une mutilation génitale féminine peut avoir pour fondement son appartenance à un groupe social particulier, mais aussi ses opinions politiques et sa religion, au sens où l'entend l'article 1A de la Convention de Genève de 1951. Lorsqu'une fille ou une femme n'agit pas ou est perçue comme n'agissant pas conformément à une religion donnée telle qu'elle est interprétée, en refusant par exemple de subir des mutilations génitales féminines ou de soumettre ses enfants à une mutilation génitale féminine, elle peut craindre à juste titre d'être persécutée pour des motifs religieux. D'après le HCR, les demandes liées aux mutilations génitales féminines n'ont pas seulement trait à la menace de subir de telles pratiques, elles concernent également les femmes et les filles qui en ont déjà été victimes ou qui subissent les conséquences à long terme de ces actes. Donc, c'est pas seulement celles qui risquent de subir des MGF ou qui ont peur d'en subir qui peuvent déposer une demande d'asile. Même les femmes qui ont déjà subi les mutilations génitales féminines peuvent déposer une demande d'asile. Même si la mutilation est considérée comme une expérience passée, il peut toujours en découler des motifs décisifs permettant l'octroi du statut de réfugié au demandeur, par exemple si l'acte subi a été particulièrement atroce ou qu'il a entraîné de graves traumatismes psychologiques au point de rendre le retour au pays d'origine intolérable pour la victime, femme ou fille.
Donc, Maître Jouman a aussi parlé de l'équipe spéciale responsable des demandes d'asile fondées sur le genre et elle m'a expliqué que c'est vraiment, une équipe qui a été formée. Donc, c'est une équipe qui a été mise en place en octobre 2020 par la CISR. Il s'agit d'une équipe spéciale qui a reçu vraiment une formation spécialisée pour instruire et trancher les demandes d'asile fondées sur le sexe de façon respectueuse et uniforme, tout en tenant compte des traumatismes des victimes. Donc la formation des membres de l'ESDAC est donnée par des experts de premier plan en droit des réfugiés et de l'immigration sur les sujets suivants. Donc la pratique et la prise de décision tenant compte des traumatismes, la conduite d'interrogatoire d'un point de vue interculturel, l'humilité culturelle, l'évaluation de la crédibilité et l'appréciation de la preuve. Donc, les membres de l'ESDAG doivent faire preuve d'un niveau accru d'expertise et de sensibilisation au moment de trancher les demandes d'asile fondées sur des motifs liés au sexe. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la capsule. Si vous avez des questions et que vous voulez rentrer en contact avec Maître Jouman El Asmar, je vais vous laisser le lien de son site internet au bas de la vidéo. N'hésitez pas à la contacter. Elle a vraiment une passion pour le droit des réfugiés et c'est vraiment ça a été vraiment très enrichissant pour moi d'avoir cette entrevue avec elle et j'espère que cette petite présentation va faire la différence dans votre situation. Donc, que vous viviez de la violence conjugale ou que vous viviez de la violence au travail, il y a des options pour vous. N'ayez pas peur de dénoncer. Il y a des options qui ont été prévues par la loi pour vous protéger. Donc, merci pour votre attention et bonne semaine des victimes et survivants d'actes criminels.